Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, avec nous Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Je ne vais pas à l'Élysée. Vous savez que je pose mes questions. Non, je vous dis ça parce qu'il y a eu cette petite polémique. Vous avez vu les commentateurs, les analystes politiques qui sont allés à l'Élysée. D'ailleurs, ça vous choque ou pas, ça? Franchement. Bah, écoutez, qu'un politique rencontre des journalistes, ça vous arrive? Bah, ça nous arrive très souvent. Vous déjeunez avec des journalistes? On déjeune avec des journalistes qui nous posent beaucoup de questions, on essaie de leur apporter beaucoup de réponses et de commentaires sur la vie du pays. Ce qui m'étonne un peu, c'est que ce soit le président de la République en personne qui fasse ça. Ce qui, à mon avis, veut dire qu'il est assez seul, qu'il n'a confiance en pas grand monde autour de lui. Le fait aussi, et qu'il se charge lui-même de le faire. Oui, mais Emmanuel Macron est président de la République. Donc on pourrait se dire, il a beaucoup de conseillers, beaucoup de ministres autour de lui en qui il a confiance. Mais ce qui veut donc dire que le pouvoir, c'est aussi souvent une affaire de solitude. Est-ce que ça veut dire que le pouvoir est inquiet devant avec cette réforme des retraites qui apparemment est de plus en plus contestée? Enfin, pas apparemment, qui est de plus en plus contestée. Moi, je pense que Emmanuel Macron n'a pas la certitude de voir cette réforme des retraites aboutir. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une majorité de refus qui est en train de se constituer aujourd'hui. Il y a un peu plus de 72% des Français, d'après un dernier sondage ELAB, qui est opposé à cette réforme. Parce que les gens ont bien compris qu'ils allaient en être les très grands perdants. Et qu'en fait, les gens qui allaient bénéficier de cette réforme, c'était ceux qui avaient commencé à travailler très tôt, c'est-à-dire à 16 ans, c'est-à-dire probablement au bas mot quelques centaines de personnes dans notre pays, donc un nombre très dérisoire, et ceux qui ont commencé à travailler très tard, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à travailler à 24-25 ans, pour qui cette réforme ne va strictement rien changer. Mais la France qui bosse, la France qui se lève tôt, la France des BTS, la France qui éprouve aussi son corps dans un métier tout au long de sa vie, va être pénalisée par cette réforme. Il y a une contestation qui est en train de s'organiser aujourd'hui dans le débat public. C'est ce qu'on va faire probablement ensemble. On va en parler. Et c'est là aussi mon rôle. À l'Assemblée nationale, où le Rassemblement national, qui est aujourd'hui le premier parti d'opposition à l'Assemblée, le premier groupe d'opposition, va évidemment prendre sa part à la contestation de cette réforme, et dans la rue, au travers de manifestations pacifiques, populaires, qui vont continuer de s'organiser, avec des gens qui ne sont jamais descendus dans les rues manifester de leur vie, y compris pendant les Gilets jaunes, et qui descendent manifester. Et je vais vous dire, je pense que au plus haut sommet de l'État, ils ont conscience du caractère sacrificiel de cette réforme. Moi, j'entendais les propos de députés de la majorité la semaine dernière dans le journal Le Monde, et notamment de Madame Lebec, qui est députée des Yvelines, et qui parlait de réforme sacrificielle. Rendez-vous compte, c'est-à-dire qu'ils ont conscience d'une réforme qui répartit injustement les formes, qui est brutale, qui est injuste, qui est violente. Et chez les Républicains aussi, où on voit que les gens des Républicains sont très partagés, parce que les députés savent que dans leur électorat, cette réforme ne fait pas consensus. Donc on peut encore bloquer cette réforme à l'Assemblée nationale et évidemment ouvrir d'autres débats sur la natalité, la réindustrialisation, pour assurer la pérennité de notre système de retraite. Jordan Bardella, je vais revenir sur les solutions que vous proposez, mais vous pensez que le gouvernement va céder ? Sincèrement, vous pensez que le gouvernement va retirer sa réforme ? Je n'en sais rien. Vous pensez que la pression est telle aujourd'hui que le gouvernement pourrait céder? Je pense que d'abord le gouvernement ne se rend pas compte de la brutalité de sa politique. Et je pense qu'il y a une déconnexion aujourd'hui entre le peuple français et les gens qui sont à la tête de l'État, premièrement. Deuxièmement, nous proposons, en prévision de ce qui pourrait arriver et des blocages qui pourraient advenir dans les prochaines semaines, devant un texte qui est manifestement rejeté par une très large majorité des Français dans l'opinion, qu'il y ait un référendum. Emmanuel Macron a été élu avec pour seule proposition politique, enfin, je veux dire, il a pas fait 150 propositions dans sa campagne, la réforme des retraites à 65 ans. Je ne remets pas en cause la légitimité d'Emmanuel Macron, mais son projet présidentiel a lui été rejeté lors des élections législatives. Si les Français avaient une adhésion majoritaire à son projet, il aurait eu la majorité absolue à l'Assemblée. Ça n'est pas le cas. Donc nous lui demandons, et moi je lui demande, de mettre ce texte à l'avis du peuple français par un référendum et de donner au peuple français qui est concerné, parce que c'est pas simplement de la compta, c'est aussi un choix de société, la possibilité de trancher ce texte par la voie des urnes. Je vais revenir sur le référendum, sur la motion référendaire que vous déposez, que vous avez déposée, que vous allez déposer. La NUPES aussi dépose une motion référendaire. Nous allons voir. Mais je voudrais regarder avec vous les contestations actuelles, les mobilisations, grève annoncée à la SNCF, à la RATP, dans l'énergie, les écoles, les raffineries. Aujourd'hui même, les raffineries, les centrales électriques, les ports et les docks. Dès aujourd'hui, d'abord, est-ce que vous appelez à la grève, vous ?
Mais je n'ai pas appelé à la grève. Non, mais est-ce que vous... Alors, la grève est un droit. Bon. Manifester est un droit. alors, est-ce que vous allez manifester le 31 ? Moi, je suis là. Alors, moi, à titre personnel, Oui. je suis parlementaire. Oui. Et moi, je considère que le rôle des parlementaires, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été élus. Je veux dire, pardon, mais vous êtes parlementaire européen, voilà. rappelons-le. Et oui. nous avons à l'Assemblée 89 députés. Donc, le rôle de nos députés, c'est d'être dans l'hémicycle au Parlement pour mener l'opposition à cette Donc réforme. vous n'irez pas manifester le 31 ? Non. Et pour empêcher cette réforme de passer. En revanche, on a beaucoup de nos élus locaux, nos militants, nos adhérents et nos électeurs qui iront dans les rues. Vous appelez à la manifestation ou pas ? Mais je pense que la manifestation est aussi une possibilité de contester. Alors, est-ce que vous appelez à la manifestation le 31 ? Mais monsieur Bourdin, j'ai pas appelé à la manifestation. Mais si. Non, mais vous êtes responsable d'un parti. Oui, d'accord. Politique. Mais moi, je suis pas là pour récupérer des manifestations. Je suis pas là pour récupérer des mouvements populaires. Si des Français souhaitent aller manifester, ils ont la liberté de le faire et je les encourage à y aller. Ah bon. Mais je n'appelle pas à l'organisation de manifestations. D'accord, je suis très clair. Les encourager, ça veut dire les appeler à manifester, pardon. Oui. Mais je pense qu'il y a oui. Non, mais si vous voulez. Je pense qu'il y a mille et une façons. Allons-y. Il y a mille et une façons de contester ce texte. Manifester en est une, mais je veux dire, c'est pas les partis politiques qui organisent des manifestations. La France Insoumise a organisé une manifestation le week-end dernier, il y avait personne. Bon. Ouais. Alors, Jordan Bardella, si je vous dis ça, c'est parce que vous allez comprendre très bien. Coupure de courant chez les députés qui soutiennent la réforme, ça vous n'approuvez pas ou vous approuvez ? Non, je n'approuve pas. Les députés sont là pour voter la loi. Quand on touche à un député, y compris un député de la majorité, on touche à la démocratie. Donc attention non plus. Je suis manifestation, pas de problème. Le droit de grève, tout ça fait partie des droits qui sont protégés, des droits fondamentaux qui sont protégés. Mais si on en vient à de tels blocages, c'est de la responsabilité d'un gouvernement qui tente de faire passer un texte contre l'avis d'une très large majorité de Français et pas seulement de gens qui votent pour le Rassemblement national, je le rappelle. Donc le meilleur moyen, et là notre rôle aussi, n'est pas, je suis pas une boîte événementielle, on n'est pas là pour organiser des manifestations, on est là pour trouver des solutions. Et je pense que l'une des solutions pour éviter d'une part que les Français aient la double peine, c'est-à-dire à la fois les blocages, les files d'attente très longues devant les stations essence et d'avoir à subir la retraite à 64 ans, c'est que le gouvernement organise ce référendum. Bon, je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'on a le temps. Exactement. Grève reconductible pendant les vacances, c'est une bonne idée, une mauvaise idée. Vous approuvez ou pas ? C'est ce que proposent certains à la CGT, notamment, et Sudrail et d'autres. Ouais. Enfin, pour qui a appelé à voter la CGT au second tour de l'élection présidentielle ? Mais attendez, mais d'accord. Non, mais c'est très, si vous voulez. On a des responsables de syndicats. Et je ne parle pas encore une fois de la base syndicale, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs du Rassemblement national dans les bases syndicales. Mais ce sont les premiers à ne pas comprendre que... Mais moi, je suis mal à l'aise, si vous voulez, à l'idée de manifester à côté de monsieur Berger, monsieur Martinez, etc. C'est-à-dire des gens qui, au second tour de l'élection présidentielle, ont appelé à voter pour le bourreau social du peuple français qui est Emmanuel Macron, pour ensuite venir organiser la contestation contre lui 6 mois après. Donc, si vous voulez, cette hypocrisie, elle est un peu trop facile. Moi, je dis que chacun est dans son rôle. Et que pour contester cette réforme, on aura besoin de l'énergie de chacun, de la mobilisation de tous. Donc vous les laissez dans la rue, sont dans leur rôle. Vous conduisez la colère, l'opposition à l'Assemblée nationale. On a été un peu c'est ce que j'ai compris. Si vous voulez, c'est un peu ce que nous ont demandé les Français en nous confiant un mandat parlementaire. Vous partagez le travail. Bien sûr, mais je pense que chacun est dans son rôle et que le rôle des partis politiques qui sont représentés au Parlement, c'est d'empêcher que cette réforme ne soit adoptée, parce que c'est là que ça va se décider. Mais est-ce que c'est pas une position Et moi, j'appelle les oppositions aussi. Non, c'est pas ambigu, c'est très clair. C'est pas ambigu. Moi, j'appelle ne pas manifester et en même temps être opposé à la réforme, ne pas manifester parce qu'on ne veut pas se mêler à des syndicalistes. Mais tout ça est complémentaire. Il n'y a pas une ambiguïté quand même. Mais il n'y a pas d'ambiguïté, tout ça est parfaitement complémentaire. Le rôle des députés du Rassemblement national est d'empêcher que ce texte ne soit adopté à l'Assemblée nationale. Parce que, pardon, mais on a un peu tendance à l'oublier, c'est quand même l'Assemblée nationale qui vote la loi. Et je pense que notre rôle, et là où on peut être utile aux Français dans les semaines qui viennent, c'est d'empêcher que ce texte ne soit adopté à l'Assemblée nationale. Et moi, j'appelle aussi l'ensemble des mouvements d'opposition, peut-être à mettre de côté leur boutique et à se mettre autour de la table dans l'intérêt commun du peuple français pour faire en sorte que, et j'appelle les députés de LR, les députés de la gauche qui sont opposés à ce texte, à se mettre d'accord sur cette motion référendaire pour faire en sorte qu'on puisse soumettre à l'avis du peuple français ce texte qui, à mon avis, va avoir des conséquences très lourdes pour les Français les plus modestes. Alors, motion référendaire, j'y viens, comme promis. Jordan Bardella, motion référendaire, c'est très simple. Il faut une majorité à l'Assemblée, ensuite une majorité au Sénat.
pour qu'ensuite un texte commun soit soumis au président de la République qui lui-même rédige la question du référendum. C'est comme ça que ça se passe dans la Constitution française. Ça n'est pas simple. Non, mais je vous l'accorde, mais rien n'est simple. Alors donc, votre motion référendaire, elle n'est pas près de... Alors, est-ce que vous allez voter? Parce qu'il y a 2 motions référendaires, là. Et la première qui a été déposée, ou qui sera déposée, qui arrive en premier, celle de la NUPES. Vous êtes d'accord? C'est ce qui va se passer. Attendez, est-ce que vous allez la voter? Non, mais si le ciel est bleu, oui, et que quelqu'un qui n'est pas issu du Rassemblement national dit que le ciel est bleu, je vais pas lui expliquer que le ciel est gris. Bon, donc moi je ne suis pas sectaire. À partir du moment où un autre groupe politique, non mais à partir du moment où un autre groupe politique, et en l'occurrence ici la NUPES, on part pas en vacances ensemble comme vous avez pu le constater. Compris, mais à partir du moment où la NUPES soutient un texte qui vise à mettre ce texte par référendum, qui est exactement ce qu'on propose, alors à ce moment-là, nous on peut le voter, on n'a aucun problème. Vous le voterez? Oui, bien sûr. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Et moi, je déplore le sectarisme de la NUPES qui préfère défendre son idéologie et les intérêts de sa boutique plutôt que de se mettre d'un commun accord avec les autres mouvements d'opposition pour faire en sorte de contraindre ce texte. Mais encore une fois, tous les dirigeants des partis politiques qui composent aujourd'hui cette alliance de gauche, d'extrême gauche qu'est la NUPES, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc je comprends qu'ils soient très mal à l'aise. Nous, on est extrêmement clairs. On mène l'opposition à l'Assemblée nationale et probablement que beaucoup de nos électeurs seront dans les rues pacifiquement pour se mobiliser contre ce texte. Dans ces manifestations, ce qui est intéressant, c'est la diversité des profils des gens qui manifestent. On a vu des pompiers, on a vu des policiers, on a vu des salariés du privé, des gens de toutes les professions qui comprennent aujourd'hui que ce texte va être néfaste pour eux et qu'il ne se justifie pas et qui est peut-être, et c'est là où il y a une forme d'immoralité du gouvernement et de forme de cynisme. Comment, alors que les Français subissent l'inflation, des crises de l'énergie, que nos compatriotes ont de plus en plus mal à se chauffer, à régler leurs factures d'énergie, à mettre de l'essence dans leur voiture, le gouvernement vient en cette rentrée leur expliquer qu'il va falloir travailler plus longtemps. Il n'y a pas d'autres priorités là pour rendre du pouvoir d'achat aux gens, alors que les artisans étaient dans la rue encore lundi après-midi parce que le gouvernement refuse de remettre en cause le marché européen de l'énergie et voit leur facture d'électricité multipliée par 2, 3, 4, 5 ou 10. Donc il y a une forme de cynisme dans cette réforme et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous y sommes opposés. Bien, Jordan Bardella, un mot quand même. Nous aurons un mot avant une petite pause. Ensuite, on finira sur vos propositions sur les retraites et puis sur la guerre en Ukraine. Mais un mot. Est-ce que vous avez remarqué qu'Éric Zemmour soutient le report de l'âge légal à 64 ans ? Bien sûr. Mais écoutez, c'est aussi l'un des points de désaccord qu'on avait avec lui pendant la campagne présidentielle. Qui est pour cette réforme des retraites ? Emmanuel Macron, Éric Ciotti et Éric Zemmour. Bon. Quel point commun entre les trois, selon vous ? Je pense que ce sont des responsables politiques qui ne se rendent pas compte aujourd'hui des souffrances de beaucoup de Français, qui font des métiers de plus en plus difficiles, qui ont de moins en moins d'argent à la fin du mois. Déconnectés. Il y a une forme de ces trois hommes politiques. Je pense qu'il y a une forme de déconnexion avec les classes populaires. Soumis aux plus riches. Et avec la France qui se lève tôt. Soumis aux plus riches. Je ne sais pas s'ils sont soumis aux plus riches. Mais je vous dis ça. En tout cas, ils se complaisent dans un confort. Et moi, je les invite à regarder ce qui se passe à l'extérieur de leur propre confort personnel et à regarder tous ces Français, ces maçons, ces électriciens, cette France des BTS, cette France qui se lève tôt, qui travaille dur et à qui on demande toujours des efforts. Eh bien, c'est vrai que pour cette France-là, le Rassemblement national apparaît comme un bouclier. 11h17, une petite pub, 0826 300 300 pour intervenir, interroger Jordan Bardella si vous le souhaitez. J'ai encore beaucoup de questions, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. La réforme des retraites, Jordan Bardella, nous allons en venir à vos propositions, mais j'ai une question. 49.3, 47.1, vous contestez, beaucoup contestent. Si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous demanderiez une modification de la Constitution pour supprimer ces articles ? Non, pas pour supprimer ces articles. En vérité, donc vous pourriez les utiliser, vous aussi. En fait, le 49.3, ce qu'il faut, je pense, bien expliquer, c'est que le 49.3 a été totalement dénaturé. En fait, le 49.3 n'est pas fait pour faire du passage en force contre les oppositions, mais en réalité, bien souvent, pour contraindre sa propre majorité lorsque vous avez un texte qui ne fait pas consensus dans votre majorité. Mais vous pouvez utiliser une fois
des articles de la Constitution. Le problème, c'est que tout passe en force. Et que, en réalité, le 49.3 a été utilisé combien 10 fois, 12 fois depuis le début de la mandature. Mais donc c'est la conséquence d'un gouvernement budgétaire. C'est la conséquence d'un gouvernement qui n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc, quand on n'a pas de majorité absolue, c'est-à-dire que les Français n'ont pas voulu. Non, c'est-à-dire que les Français n'ont pas voulu vous donner les pleins pouvoirs. Et donc, il faut composer avec les oppositions. Et en l'occurrence, composer avec les oppositions, ça veut dire écouter ce que disent les oppositions. Ouais. Et ça veut dire ne pas faire passer en force un texte qui est rejeté par 70% des gens, c'est-à-dire par 7 Français sur 10. 47.1, c'est pour raccourcir les délais, enfin pour fixer une limite dans la discussion budgétaire à l'Assemblée nationale. Ça. Oui, mais normalement, il n'y a pas lieu d'y c'est légal et c'est constitutionnel. Mais non, mais évidemment que c'est constitutionnel. Bon, mais donc, écoutez, le sujet n'est pas ce que c'est constitutionnel ou pas. Le sujet, c'est qu'on a là un texte que personne ne veut. Encore une fois, par Emmanuel Macron, Éric Ciotti, Éric Zemmour. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut entendre, on peut pas gouverner tout le temps contre le peuple français. On a un gouvernement qui fait passer des mesures qui sont rejetées par une très large majorité des gens. Il faut qu'ils se mettent à entendre ce que disent les gens. Les gens, ce ne sont pas les sondages qui gouvernent. Excusez-moi, Jordan Bardella. À ce moment-là, moi je me balade dans la rue, il y a personne qui est pour la réforme des retraites. Il y aurait un référendum. Je vais vous dire sur le cannabis, sur la peine de mort, sur je ne sais pas l'envoi de chars en Ukraine, sur on aura un référendum tous les 8 jours. Les Français ont compris que cette réforme, c'était la double peine. Alors c'était la baisse des pensions et c'était la hausse des efforts. C'est la baisse des pensions parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'atteindront pas 64 ans et qu'il y a beaucoup de gens qui font des métiers difficiles qui vont devoir partir beaucoup plus tôt et avec une décote. Et plus on fait des réformes de retraite, je vous rappelle que l'espérance de vie, elle stagne dans notre pays et que l'espérance de vie en bonne santé, elle stagne notamment chez les Français les plus modestes et notamment chez les femmes qui vont être les premières victimes de cette réforme. Même M. Riester l'a dit, les femmes, qui est ministre d'ailleurs, du gouvernement d'Emmanuel Macron et qui dit dans un entretien à vos confrères de LCP, cette réforme va un peu, c'est un euphémisme, un peu pénaliser les femmes plus que les hommes parce que les femmes ont des carrières hachées et que donc il y a beaucoup de gens qui vont partir avec une décote. Plus on fait des réformes des retraites, plus les Français sont tentés de partir avec des décotes. Il y avait 6% de Français qui partaient avec une décote en 2004, il y en a 13% aujourd'hui et il y en aura beaucoup plus avec cette réforme. Alors, et c'est la hausse des efforts parce que quand vous avez commencé à travailler à 20 ans ou à 21 ans avec cette réforme, vous devrez cotiser plus longtemps, 43 ou 44 ans, que quand vous avez commencé à travailler à 24 ans, ce que je trouve d'une injustice absolument inouïe. 20 ans, 44 ans. Marine Le Pen, Emmanuel Macron a changé d'avis. On le sait. Oui, 25 fois. Tout le monde. Oui. Marine Le Pen aussi a changé d'avis. Mais tous les politiques ont changé d'avis. Excusez-moi. Non mais attendez, je vais vous citer. C'est très rare que je cite Emmanuel Macron dans une émission, mais là, franchement, ça vaut le détour. Emmanuel Macron, il y a 3 ans, il disait « Je veux dire que quand on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. » Donc ils savent parfaitement que cette réforme est injuste. Et s'ils font cette réforme, c'est parce que cette réforme est une contrepartie exigée par l'Union européenne du plan de relance. Si, on en avait parlé il y a 3 ans ensemble dans une émission de radio, dans une matinale. Je vous avais promis qu'on en reparlerait dans quelques années et j'avais sorti à l'époque une interview de Monsieur Beaune, qui était à l'époque ministre des Affaires européennes et qui en septembre 2020 avait donné un entretien à vos confrères de Ouest France et le journaliste lui disait mais quelles seront les contreparties de ce plan de relance post-Covid, et Monsieur Beaune avait cité en premier lieu la réforme des retraites. Cette réforme des retraites, elle est écrite. C'est pas inscrit dans les textes européens. Ah, c'est inscrit dans tous les textes européens. Bah si, je les ai ramenés. Je vais pas vous les lire parce que les textes européens c'est souvent très lourd. Mais c'est pas inscrit noir sur blanc. Réforme des retraites. Ah si, dans les recommandations qui sont faites chaque année. Ce sont des recommandations. Oui, mais des recommandations très très amicales. Ce ne sont que des recommandations. Qui dans tous les communiqués. Regardez, je les ai. Je pourrais vous les montrer. Les communiqués, je les montre. Alors on est en radio, donc c'est compliqué de les montrer à l'écran, mais j'ai tous les communiqués de la Commission européenne qui demandent à la France, en contrepartie de ce plan de relance, de faire la réforme qui fait des recommandations retraites. Donc cette réforme des retraites, elle est une exigence de Bruxelles et je note qu'Emmanuel Macron préfère défendre les intérêts de Bruxelles et les intérêts de l'Allemagne plutôt que de défendre les intérêts de la France. Bardella. Ce qui est bien navrant quand on est président de la République française. On est d'accord, tout le monde l'a remarqué, Emmanuel Macron effectivement a changé d'avis. Mais Marine Le Pen a changé d'avis aussi, puisque pendant 10 ans elle a défendu un départ à 60 ans avec 40 annuités. Aujourd'hui elle a changé d'avis. Oui, c'est ce qu'on défend. Vous avez changé d'avis, non, pas du tout. le contraire. Non mais
Oh, Jordan Bardella. Oui, monsieur Bourdin. Ne est-ce me que dites pas que vous n'avez pas changé Monsieur Bourdin, d'avis. est-ce que vous me laissez Enfin, Non, mais est-ce que vous oui. je vais quand même, vous allez pas me dire vous avez changé d'avis sans me laisser possibilité d'y répondre. Oui. Nous avons Non, mais défendu je voulais vous expliquer, je voulais en expliquer 2022, aux auditeurs ce que vous proposez aujourd'hui. Mais vous par vous rapport à inquiétez pas, par les rapport à Français savent 2017. très bien ce qu'on propose. Et- oui. Vous inquiétez pas, les Français savent très Oui. bien ce qu'on propose. Alors, merci de allez-y. vous en soucier. Nous Non, mais- défendons et nous allons Je défendre m'en au soucie Parlement pas, je fais mon un métier. départ à la retraite à 60 ans et 40 annuités pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Avant 20 En ans. 2017, nous proposions ce dispositif pour tous les Français. Le seul souci, monsieur Bourdin, c'est qu'Emmanuel Macron nous a légué en 2022 et nous lèguera encore plus à l'avenir un pays avec 600 milliards d'euros de dette. Donc, je n'ai pas de baguette magique et nous allons faire et nous allons assumer ce choix de société. Ça coûte 9 milliards, 6 millions d'euros par an. Les Français qui ont commencé à travailler très tôt ont par définition les métiers Oui. les plus difficiles et doivent pouvoir partir Donc- à 60 ans avec 40 Donc Jordan annuités. Bardella, Et- vous modifiez votre proposition de réforme parce qu'il y a des impératifs financiers. Oui, qui sont légués par Emmanuel Macron. Oui, vous rejoignez Donc- Emmanuel Macron. Non, là. pas du tout. Bah, et donc, pourquoi quand on a un président, non, mais attendez, excusez-moi, quand on a un président de la République Oui. qui a fait 600 milliards d'euros de dette, qui fait voter un budget, parce que c'est ça les Mozart de la finance, qui fait voter un budget cette année avec 160 milliards d'euros de déficit dans les caisses de l'État et qui vient nous dire on va faire bosser les Français plus longtemps parce qu'on a un delta de 10 milliards d'euros dans le système de retraite sur 350 milliards d'euros alors qu'on a fait le quoi qu'il en coûte, faut pas se moquer des Français, et notamment des Français les plus modestes. Donc si on en vient là, c'est exclusivement parce que la Commission européenne a demandé à la France de faire cette réforme des retraites. Emmanuel Macron s'y soumet au détriment des Français les plus modestes. Bien, j'ai deux questions, puis on va passer à autre chose. Est-ce que que proposez-vous pour augmenter les pensions de retraite qui baissent régulièrement, depuis plusieurs années, quelle que soit d'ailleurs la durée de cotisation, le niveau des pensions baisse. Oui. Une augmentation des cotisations? Non. D'abord, dans un Comment modèle. faites-vous alors? D'abord, dans un modèle où tel qu'hérité par du général Oui. de Gaulle, où ceux Oui, qui oui. travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent Oui, pas, c'est la nous répartition. avons un problème non pas de dépenses, mais on a un problème de recettes, de 10 milliards d'euros par an. d'actifs. Nous proposons essentiellement d'agir sur deux leviers. D'abord, la natalité et la productivité. La natalité parce que, encore une fois, dans un modèle où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, la France n'a jamais fait aussi peu d'enfants depuis la Seconde Guerre mondiale. Or, les bébés, excusez-moi, mais les bébés de 2023 sont les cotisants de 2043. Donc, on ne sauvera pas le système de retraite français et l'économie française si on ne fait pas de bébés. Donc, il faut une politique nataliste et nous avons proposé un certain nombre de dispositifs pour encourager les familles françaises à faire des enfants. C'est vrai que quand aujourd'hui on vous parle de réchauffement climatique, de perte de l'identité, de guerre en Ukraine, de pouvoir d'achat, vous n'avez pas envie de faire des bébés. Donc nous proposons des mesures incitatives, notamment des mesures fiscales. D'abord des prêts à taux zéro pour toutes les familles françaises qui font des enfants, prêts à taux zéro de 100 000 euros faits par l'État. Le capital restant dû disparaît au bout du En attendant, mais troisième vous ne enfant. répondez pas à ma Premièrement. question. Moi, je veux. Comment est-ce qu'on augmente les pensions de retraite? Mais Comment d'abord, est-ce qu'on les maintient à un niveau décent? mais en augmentant précisément le nombre de cotisants. Oui, 43, Et- 2043. Oui, en augmentant le nombre de cotisants. Oui, d'accord. Dans 20 ans. Excusez-moi. ou 30 ans. Non, Oui, mais attendez. d'accord, oui. 2043. D'accord. Oui, oui, Que dit bah le oui, président oui, du d'accord. Conseil d'orientation des retraites? Il dit très clairement, il n'y a pas de dynamique incontrôlée des dépenses jusqu'en 2070. Oui. Donc, il dit, il n'y a pas d'urgence massive Oui, enfin. à tout bouleverser, à changer Oui. structurellement le système des retraites. Donc, d'abord, Mais vous savez il faut pourquoi on équilibre le augmenter système? Parce le- que les pensions. Vous savez pourquoi? Parce que le niveau des pensions baisse régulièrement. Mais c'est pas de ma responsabilité si le niveau des pensions baisse. Les pensions baissent. On a fait des économies sur les retraites, donc il faut indexer les pensions de retraite sur l'inflation premièrement. Ah, ouais. Et nous proposons notamment, vous le savez, de baisser les dépenses contraintes des Français les plus âgés qui ont de plus en plus de mal à se chauffer, notamment en baissant la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie, c'est-à-dire sur le fuel, sur le gaz, sur l'électricité, sur le carburant, parce que ce sont des dépenses contraintes qui aussi pèsent sur le niveau des retraites. Et deuxièmement, il faut aussi faire monter en gamme notre économie, parce que Emmanuel Macron, depuis 2017, a créé de l'emploi. Mais ce sont des emplois précaires. Et fait baisser le chômage. Ce sont des emplois à faible valeur ajoutée. Il a fait baisser le chômage, mais la productivité... 7,2%. Mais- Plus bateau mais- depuis 11 ans. Attends, on va regarder les petites cases, c'est Non. comme le contrat d'assurance, on va regarder les petites cases en dessous, mais la productivité n'a pas varié d'un iota entre 2017 et maintenant. Ce qui veut donc dire qu'on a créé des emplois à faible valeur ajoutée. Et donc pour cela, il faut faire monter en gamme notre économie, il faut réindustrialiser, il faut faire le patriotisme économique, parce qu'évidemment qu'un job dans l'industrie rapporte beaucoup plus de cotisations que mot. le type qui fait du delivery
Deliveroo et qui vous apporte votre plat le midi. Voilà. Bon, ça vous arrive de commander chez Deliveroo? Oui, bien sûr. Mais on peut mais bien sûr. Mais ça peut se faire. Et ça nous arrive à tous. Non, mais c'est pas le sujet. Ouais. Je veux dire, le type qui vous apporte le plat que vous avez commandé au restaurant d'à côté ou au McDo, sans citer de marque, il peut vous l'apporter en ayant un contrat de travail, c'est-à-dire sans avoir une boîte qui est en presta. Et donc tout cela crée les conditions d'une précarité pour beaucoup de gens. Et évidemment, ça fait rentrer moins de cotisations. Je lisais le tout. Vous avez vu ce tweet de Jean-Luc Mélenchon? Le RN, c'est Macron moins le cerveau pour penser. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Il dit, c'est un tweet. J'arrive plus à le comprendre. Qu'il a publié hier. Le RN, c'est Macron moins le cerveau pour penser. Après le débat que vous avez eu, mais Monsieur Mélenchon est dans une très très longue dérive. Il a perdu son mandat de député, donc il cherche des moyens pour exister dans le débat public. Bon voilà, en vérité, je veux dire, non, mais c'est très intéressant. Il a appelé à voter pour qui, Monsieur Mélenchon, au second tour de l'élection présidentielle? Ah oui, non, je pense qu'il s'est abstenu, lui. Non, je crois pas. Je pense qu'il a voté Emmanuel. Comme en 2017, d'ailleurs, il avait dit qu'il voterait Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, ça participe d'un même écosystème de gens qui font semblant de s'opposer alors qu'ils votent les uns pour les autres. Regardez, c'est très intéressant. Il y a en ce moment même une élection législative partielle dans la Marne, où notre députée sortante, Anne-Sophie Frigou, se retrouve au second tour face à la candidate d'Emmanuel Macron. Eh bien, vous savez pour qui appelle à voter le candidat de la NUPES arrivé en 3e position? Pour qui? Eh ben pour la candidate d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire pour une voix supplémentaire pour la réforme des retraites. Oui, mais tiens, à ce propos, et pour qui appelle à voter la candidate de Zemmour? Pour personne, me semble-t-il. Il est 11h32, pour personne. Ouais, il est 11h32. À tout de suite, question sur l'Ukraine, la guerre en Ukraine. Et ensuite, je vous laisse Jordan Bardella, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Jordan Bardella est avec nous. Parlons de la guerre en Ukraine avec les dernières informations, l'envoi de chars lourds, allemands, américains, britanniques, pas français pour l'instant. Est-ce que les Français devraient envoyer des chars Leclerc? Moi, je partage pour l'instant la prudence de la diplomatie française parce que... Emmanuel Macron, donc. Oui, pour une raison très simple, c'est que la France est une puissance nucléaire, la Russie est une puissance nucléaire, et je pense que deux puissances nucléaires se regardent face à face n'est jamais bon pour la stabilité de la région et la paix du monde. Il me semble inévitable d'envoyer du matériel en Ukraine, notamment du matériel défensif, d'accueillir des familles ukrainiennes qui seraient menacées dans des zones de guerre bien précises et de les accueillir. Les Allemands, les Américains, les Britanniques ont tort. Je pense que c'est un risque d'escalade. Oui, je pense que c'est un risque d'escalade de la violence qui est, à mon avis, très lourd. C'est un risque qu'ils assument, qu'ils prennent. Et je pense que pour l'instant, la prudence de la diplomatie française me semble être justifiée, premièrement. Deuxièmement, il ne faudrait pas non plus que... vous savez qu'il y a une loi de programmation militaire qui est aujourd'hui en discussion. Vous savez que nos armées sont à l'os. Et d'ailleurs, ça a été le cri du cœur de beaucoup de généraux depuis maintenant plusieurs années. Reviennent avec un effort considérable. Avec un effort considérable. À déshabiller l'armée, je pense qu'il est nécessaire, à déshabiller l'armée française à notre détriment. Parce qu'avoir une armée puissante, qui plus est en ces temps instables pour la paix du monde, c'est aussi un gage d'indépendance et de liberté pour une grande nation comme la nôtre. Est-ce que vous souhaitez la victoire militaire de l'Ukraine? Je souhaite que les combats s'arrêtent. Les combats qui s'arrêtent, vous souhaitez, mais c'est pas un match de foot, hein. Non, mais je suis d'accord. C'est pas PSGOM, on sait que PSGOM arrive dans quelques jours. Mais je suis d'accord. Mais juste, on souhaite pas qu'un camp écrase l'autre, parce que après la guerre, il y aura la paix. C'est en tout cas ce qu'il faut se dire. Et l'Ukraine continuera d'exister. La Russie continuera d'exister. Avec Poutine, ça veut dire Poutine, la Russie continuera d'exister sur la carte. Et cette région du monde, les pays qui composent cette région du monde peuvent être à la fois des adversaires, des concurrents, des partenaires sur un certain nombre de domaines stratégiques. Donc je dis attention à ne pas créer avec l'un des deux États... L'Ukraine pourrait être un adversaire de la France? Non. Non, je ne le crois pas. C'est ce que vous dites. Attention de ne pas surarmer, si j'ai bien compris. Non, je parle de. Non, en l'occurrence, je parlais de la Russie. Ah bon. La Russie continuera d'exister sur la carte. Oui, bon, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. D'ailleurs, la Russie qui est en guerre avec l'Occident, c'est ce que dit Vladimir Poutine. Mais bien sûr. Mais la Russie. Nous sommes en guerre d'ailleurs avec le. Mais excusez-moi, mais les Allemands. Non, mais attendez, parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Les Allemands qui envoient des chars. Pourquoi est-ce qu'il ne se passe pas du gaz russe? Non mais attendez, c'est très intéressant parce que l'Allemagne, la Commission européenne et Madame von der Leyen, qui est une ancienne ministre de Madame Merkel, demandent à tous les pays européens de faire des efforts très lourds que nous payons très lourdement. Pourquoi est-ce que les sanctions ne concernent pas le gaz
en Allemagne qui vient de la Russie? Parce qu'on n'a pas le choix sur un certain nombre de secteurs. Donc, je dis juste attention à ne pas faire n'importe quoi sous le coup de la morale. Est-ce que vous pensez qu'il faut absolument négocier avec la Russie ? Je pense qu'il faut que la France, compte tenu de sa place aujourd'hui, notamment dans le Conseil à la fois à l'OTAN et à l'ONU, pourrait prendre l'initiative d'une conférence internationale pour la paix. Emmanuel Macron avait reçu par le passé, Emmanuel Macron avait réussi. Personne ne viendrait, mais bon. J'ai beaucoup de désaccords avec Emmanuel Macron, mais il avait réussi à mettre autour de la table à la fois le président Zelensky et à la fois le président Poutine, qu'il avait reçu d'ailleurs dès son élection. La question que je pose, c'est quel pourrait être le rôle de la France aujourd'hui? Je pense que la France n'a pas à déclarer la guerre à l'un des deux pays. En revanche, la France pourrait prendre l'initiative d'une conférence internationale pour la paix, parce que c'est vrai que ce rôle d'arbitre, d'apaisement et en somme de troisième voie qui a toujours été la ligne du général de Gaulle pourrait être une des initiatives de la France pour faire en sorte de stopper les Vous citez le général de Gaulle. Vous savez ce que disait le général de Gaulle face à l'impérialisme ambitieux de Moscou? Tout recul de l'Occident aboutirait à l'affaiblir et à surexciter l'agresseur. C'est ce que disait de Gaulle. Oui, mais je pense qu'il a raison. Il a raison. Oui, je pense qu'il a raison. Donc attention, impérialisme ambitieux de Moscou. Attention, donc, moi je vous pose une question. Négociation, oui. Est-ce que vous négocieriez avec un cambrioleur qui entre chez vous par effraction? Le cambrioleur est entré chez nous? Non. Comprenez. D'accord. Le cambrioleur, c'est le Russe qui est entré en Ukraine par effraction. Non mais donc, ok. Donc on va prendre la question dans l'autre sens. Vous envoyez donc des chars en Russie? Personne n'a dit qu'il fallait envoyer des chars en Russie. Si vous partez du postulat que le cambrioleur rentre chez vous. Non, je dis juste une chose. La Russie est entrée en Ukraine, a envahi l'Ukraine, vous êtes d'accord? Et je le condamne, mais sans faiblir. Aucun problème. Bon, que faites-vous? Vous négociez avec cet agresseur qui occupe une partie de votre territoire? Non, mais c'est la raison pour laquelle moi je suis totalement favorable à ce qu'on livre du matériel à l'Ukraine, notamment du matériel défensif. Je n'ai pas de difficulté les chars peuvent servir à la défense aussi. Les chars Leclerc peuvent servir à la défense? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Eh bien, écoutez, moi je pense que pour l'instant la prudence qui est celle de la France est une prudence raisonnable. Bien. Donc, pas de réponse. Aujourd'hui, aucune négociation n'est possible. Tout le monde en convient. Entre les Russes et les Ukrainiens. Mais vous le savez bien. Il le faudra bien. Et il le faudra bien. Moi, j'ai toujours dit, attention à ce que les sanctions économiques... Il y a des sanctions qui marchent contre le régime russe. Les sanctions bancaires, les sanctions sur les semi-conducteurs, ce sont des sanctions qui sont efficaces. Mais, à l'inverse, les sanctions économiques... Non, attendez. Les sanctions bancaires, il y a un certain nombre de sanctions qui fonctionnent. Mais les sanctions économiques et les sanctions énergétiques, moi j'ai toujours dit attention à ce qu'elles ne soient pas plus dures pour le peuple français que pour le peuple russe. Parce que entre février 2021 et février 2022, et en tout cas maintenant, entre 2022 et 2023, la Russie a vu ses revenus d'hydrocarbures augmenter de 40% et multiplier par 2. Parce qu'évidemment que la Russie vend peut-être moins de pétrole, mais elle le vend plus cher. Donc la sanction la plus efficace aurait été de faire en sorte que tous les pays qui nous vendent de l'énergie se mettent autour de la table pour casser les prix et faire en sorte, évidemment, d'isoler la Russie sur ce point. Sauf que le PIB de la Russie est en baisse depuis 2 mois ou 3 mois d'une manière importante. Bon, mais ça, je ne vais pas ouvrir le débat. Bien sûr, c'est le coup de la guerre, vous avez raison. Mais je regarde les sanctions énergétiques qui sont infligées aux Français. Parce que, vous voyez, les factures multipliées par 2, 3, 4 ou 5 et l'alignement des prix de l'électricité sur ceux du gaz et donc sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça, vous voyez, c'est les Français qui nous écoutent, qui la payent tous les mois. Et nos artisans boulangers... Non, elles ne sont pas ouvertes à Bruxelles. Ça fait 1 an qu'on demande que les prix de l'énergie... Oui, c'est très bien, mais c'est pas le demander. Ils sont au pouvoir. Je voudrais passer à autre chose. Je vous en prie. Mais ça me semblait important que la France retrouve sa souveraineté. Je vous en prie. Je vois le temps. Non, Jordan Bardella. Je vois les soldats français chassés du Mali, chassés maintenant du Burkina Faso. C'est une humiliation pour la France. Oui, c'est une humiliation. On est en train de se faire mettre dehors du Burkina Faso de la même manière qu'on s'est fait mettre dehors. C'est une réponse à la colonisation, du Mali. Non, pas du tout. Je pense que c'est la conséquence des putschs qui sont organisés dans un certain nombre d'États aujourd'hui. Et par qui? C'est inquiétant. Avec l'aval de qui? Des Russes? Oui, et notamment des milices Wagner. Vous avez parfaitement raison, notamment au Burkina Faso. Donc je pense que c'est tragique pour l'influence de la France dans la région. Et je rappelle que si la France est présente dans la région, c'est pas seulement pour des intérêts géostratégiques, mais c'est d'abord et avant tout pour lutter contre le fondamentalisme islamiste, pour éviter que ce fondamentalisme islamiste qu'on neutralise à la racine, et ça a été le cas notamment de l'opération Serval et Barkhane au Mali, ne se retrouve ensuite au-delà de la Méditerranée, c'est-à-dire au Bataclan ou à Charlie Hebdo. Donc là-bas, les Russes sont nos ennemis. Oui,
et qui plus est, les milices Wagner. Mais c'est une bataille d'influence, évidemment. Bon, dernier mot sur... Après, je vous laisse avec les auditeurs, parce qu'il y a plein de questions. Dernier mot sur ce qu'a dit Marine Le Pen, qui propose un représentant de l'Afrique comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle pensait au Sénégal, oui. Mais ça peut être un autre pays, mais elle pensait au Sénégal. On est, oui, bien sûr. Mais vous avez raison, ça peut être le Nigeria, l'Égypte, etc. Mais elle a parlé du Sénégal. Un représentant de l'Afrique, et pourquoi pas, je ne sais pas, moi, l'Australie, pourquoi pas le Brésil, un représentant d'Amérique du Sud, pourquoi pas... Vous pensez qu'il faut élargir le Conseil de sécurité de l'ONU et donc faire perdre à la France une partie de son influence? Non, mais... si. Je pense que d'abord, c'est un fait que l'Afrique, qui est aujourd'hui en essor, notamment en essor démographique, va compter à l'horizon de... Bien sûr, mais c'est aussi la conséquence. Va compter à l'horizon 2050 2 milliards 500 millions d'habitants. Et ce continent, il nous fait face. Et je pense que on ne peut pas faire comme si cet essor démographique n'existait pas. Et je pense que l'Afrique a aujourd'hui droit à une représentation internationale dans des instances aussi importantes que qui sera le pays le plus peuplé du monde. Comme l'Inde aussi, la question se pose. L'Inde est par ailleurs une puissance nucléaire. Mais est-ce que vous acceptez que la France perde une partie de son influence? Non, mais la France ne perd pas une partie de son influence. La France doit dialoguer d'égal à égal avec les pays africains. Et Marine Le Pen, en se rendant au Sénégal, elle a rencontré, je vous le rappelle, le président Macky Sall, a eu l'occasion d'évoquer un certain nombre d'enjeux et de partenariats entre nos deux États, pas seulement sur le plan migratoire, mais aussi sur le plan énergétique, alimentaire, économique d'une manière plus générale et géostratégique. Bien. Horacio veut vous poser une question. Il est à Brive-la-Gaillarde. Bonjour Horacio. Bonjour. Bonjour à vous. Question à Jordan Bardella, Horacio. Oui, bonjour monsieur Bardella. Bonjour. Voilà, j'ai une question simple. Est-ce que vous allez vous présenter aux élections présidentielles en 2027 ? Je pense que d'abord, je pense que nous allons succéder à Emmanuel Macron. Donc c'est évidemment la question de l'élection présidentielle. C'est une question qu'on se pose. Ou c'est Marine Le Pen? Moi, je pense que Marine Le Pen. D'abord, Marine Le Pen a dit qu'elle fera connaître sa décision dans les prochains mois. Vous souhaitez qu'elle soit candidate? Moi, je pense qu'elle a aujourd'hui la légitimité et l'antériorité et la popularité pour représenter notre camp. Vous souhaitez qu'elle soit candidate? Moi, je souhaite, à titre personnel, je ne parle pas à sa place, mais moi, je pense qu'elle sera la mieux placée. Et à titre personnel, je souhaiterais qu'elle porte nos idées en 2027. Qu'elle soit candidate. Et qu'elle soit candidate, oui, bien sûr. Vous le saurez. Mais écoutez, on verra. 2027, c'est très très loin. Si elle ne l'est pas. Oui, non. Mais non, je joue pas à ça. Non, mais je joue pas. Je jouerai pas. Monsieur Bordin, on se connaît depuis quelques années maintenant. Je suis pas un lapin de 3 semaines et je ne tomberai pas dans le panneau. Non, mais il s'agit pas de tomber dans le panneau. Il s'agit de vous engager. Mais on fera de vous engager. Est-ce que si Marine Le Pen est candidate, évidemment, vous engagez à ne pas être je m'engagerai à 2000%, parce que je me suis engagé pour la voir accéder à l'Élysée, je vous le rappelle. Bon. Moi, je pense qu'elle sera la mieux placée, et si elle décide de se présenter une 4e fois à l'élection présidentielle, elle pourra évidemment compter sur mon entier engagement. Horacio, vous êtes satisfait de la réponse? Écoutez, oui et non, mais bon, moi j'aurais préféré que M. Bardella se présente en 2027. Parce que voilà. Mme Le Pen s'est présentée, je pense, 3 fois. Oui. Et 3 fois, ça a été 3 fois battu. Voilà. Oui, mais on progresse. On a fait. Non, mais. Elle progresse. Écoutez, on a fait 17% des voix en 2012, 34% des voix en 2017, 42% des voix en 2022. Si on prend. Faites-moi confiance, si on prend 10 points tous les 5 ans, comme c'est le cas depuis 10 ans, a priori 42% plus 10, on est au pouvoir. Vous n'aurez pas Emmanuel Macron en face, en plus. Bien, Horacio, merci. On va faire une petite pub. Natacha est là, Luc est là, et à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Jordan Bardella est notre invité ce matin sur l'antenne de Sud Radio, émission spéciale. Luc est avec vous, Jordan Bardella, Le Perreux-sur-Marne. Luc, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, bonjour Jordan Bonjour Bardella. monsieur. Question, Luc. Oui, Jordan Bardella, nombre de nos compatriotes qui constatent une déliquescence civilisationnelle de notre patrie ont voté massivement pour le Rassemblement national et Reconquête. L'union des droites patriotes devient pour beaucoup aujourd'hui une urgente nécessité. Cette union, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, la souhaite-t-il? Si voilà. oui. Question.
Ah non, mais question. Oui, moi je souhaite l'union de tous les patriotes et tous les amoureux de la France. Si vous voulez, ce qui fait du mal à beaucoup de Français, c'est de voir que des gens qui partagent les mêmes idées peuvent être mais vous être ne la séparés. faites pas, cette union. Mais si vous voulez, mais non, mais attendez, excusez-moi, je suis pas responsable. Vous aurez remarqué de la candidature d'Éric Zemmour. Bon, Éric Zemmour a fait le choix de se présenter à l'élection présidentielle en prenant le risque, parce qu'on n'est pas passé loin de ça, hein, de voir Jean-Luc Mélenchon se qualifier à la place de Marine Le Pen et faire face à Emmanuel Macron au second tour. Donc moi, je souhaiterais convaincre vraiment du fond du cœur l'ensemble des déçus de LR, l'ensemble des électeurs de Reconquête et plus largement tous les amoureux de la France et tous ceux qui veulent que la France reste la France dans ce 21e siècle, que en vérité, le combat qu'on mène au Rassemblement national est une stratégie qui doit emmener les idées nationales au pouvoir. Et donc j'aimerais les convaincre qu'on est les meilleurs avocats de leurs idées, parce qu'en fait il y a peu de choses qui nous séparent. Alors c'est vrai que sur la réforme des retraites, on a un désaccord important parce que on a une fibre très sociale aussi. On a conscience de la situation d'énormément de Français et que cette fibre sociale, c'est aussi l'ADN de notre projet politique. Donc moi je pense que tous les amoureux de la France doivent se rassembler, et j'espère que lors des prochaines élections européennes, les électeurs de Reconquête, j'espère que j'aurai l'occasion comme chef du mouvement de les convaincre de voter pour la liste du Rassemblement national. Bien, nous verrons s'il y a une liste Reconquête aux européennes, nous verrons bien. Jean-Étienne est à Colombes dans les Hauts-de-Seine, militant du Rassemblement national. Jean-Étienne, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin et bonjour Monsieur Bardella. Bonjour Monsieur. Que j'ai eu la chance de croiser hier d'ailleurs. Ah, alors, question Jean-Étienne, parce que j'ai encore une question de Natacha aussi. Je vais très vite. Je voulais simplement... alors je vais éviter la palissade de panneaux et de Véran, de ce qu'on a pu entendre, etc. Je voudrais simplement que Monsieur Bardella, que je respecte vraiment au plus haut point, et je pense que vous vous en doutez. Question Jean-Étienne. La question est la suivante. Pourrait-il nous rappeler concrètement concernant la réforme des retraites, exactement ce qu'il pense pouvoir faire pour contrer celle-ci, parce que moi je pense qu'on peut la contrer, je suis complètement convaincu. Peut-il nous le répéter? Ça serait très gentil à vous. Bon, alors Jordan Bardella, vous avez l'impatience de Jean-Étienne qui vous dit, sous-entendu, pour l'instant vous n'arrivez pas à faire reculer le gouvernement. Alors il aurait fallu que les Français mettent Marine Le Pen à l'Élysée. Je pense que Jean-Étienne y a contribué aussi en très grande partie, mais on peut mettre ce texte en déroute à l'Assemblée nationale. Je pense que le vote, l'adoption de ce texte par l'Assemblée nationale n'est absolument pas garantie. Nous, on est prêt à faire un pas vers les oppositions. Il faut aussi que les autres arrêtent le sectarisme et acceptent de se mettre avec nous autour de la table pour empêcher ce texte. Encore une fois, une majorité de Français ne veut pas. Mais je pense encore une fois que dans la majorité et chez les LR, ils n'ont pas l'assurance avec Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ce serait extraordinaire. Ça. Mais non, mais écoutez, je suis pas sectaire en fait. Je veux dire, après on est d'accord. Je veux dire, on n'est pas obligé on part pas, encore une fois, on n'est pas obligé de passer nos soirées ensemble, mais je veux dire, là, je pense que Mathilde Panot, là, je pense que tout le monde aura compris qu'on passerait pas la soirée ensemble. Oui, mais ceci étant dit, je veux dire, quand c'est dans l'intérêt des Français, je pense que là, pour le coup, le référendum peut unir, l'idée du référendum peut rassembler les oppositions. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaiterais. Bien, un référendum qui n'existera jamais, puisqu'il y a une majorité contre au Sénat. Elle est belle la démocratie française. Enfin bon. Et je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, excusez-moi, avait parlé de l'idée d'un référendum pendant l'élection présidentielle. On l'attend, le référendum. Bien. Natacha est dans le Vaucluse. Bonjour Natacha. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Monsieur Bardella. Bonjour. Question. Alors, ma question concernant l'immigration, Monsieur Bardella, afin de rassembler autour de vous, pourquoi ne pas présenter un programme de régulation de l'immigration plus dissuasif avec un véritable examen d'entrée pour les émigrés, un véritable programme d'intégration basé sur l'apprentissage obligatoire, de notre langue, de notre histoire, de nos mœurs, et qu'il vérifierait la vraie motivation qu'il y a derrière le projet de venir en France. En réalité, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous proposez pas un programme plus dissuasif, qui serait moins agressif et qui ressemblerait davantage autour de vous et qui tendrait en réalité une obligation d'intégration, en quelque sorte. Exactement, qui tendrait vers une immigration. Alors, Jordan Bardella, au lieu d'interdire une obligation d'intégration, mais c'est porter précisément sur l'intégration. C'est exactement ce que nous proposons et je vous renvoie sur le site du Rassemblement national. Vous avez le référendum qu'on proposait sur l'immigration et en fait
notre référendum. Ah bah oui, nous on aime les référendums parce qu'on n'a pas peur du peuple, vous voyez, et surtout on a la conviction qu'ils partagent notre avis sur ce sujet-là. Tous les 8 jours, quoi. On propose mais Monsieur Bourdin, il n'y a pas eu de référendum depuis 2005 dans notre pays. Et la dernière fois qu'on a demandé l'avis aux Français sur la Constitution européenne, ils avaient voté non. On leur a refourgué en loose day avec le traité de Lisbonne, UMP et PS confondus à l'époque. Or, dans ce référendum sur l'immigration qui est disponible sur le site du RN, il y avait absolument tout. Si on arrive au pouvoir, c'est l'une de nos premières mesures, c'est d'engager dans les 6 mois un référendum sur l'immigration. Et dans ce référendum, c'est un projet de loi, il y a tout. Il y a la priorité nationale, il y a le traitement de l'asile dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ. Il y a l'obligation de respecter un certain nombre de critères quand on devient français. La nationalité française, ça n'est pas un spéculoos. Quand on vient en France, on respecte nos lois, on respecte notre langue, on respecte nos cultures, on respecte les femmes, on respecte notre civilisation et on vit à la française. Et moi, je ne demande rien d'autre. Il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui sont d'accord avec nous, qui se sentent pleinement patriotes et qui aiment la France. Et à ceux-là, je leur dis qu'ils sont des exemples. Mais l'effort d'assimilation exigeant qu'ils ont fait, il n'y a pas de raison que les nouveaux qui arrivent ne le fassent pas. Et moi, je ne demande rien d'autre aux gens qui arrivent en France que de nous ressembler et que de vivre à la française. Donc, dans ce référendum, il y a absolument tout, et notamment les points qui ont été cités par Natacha dans sa question. Bien, Jordan Bardella, merci. Merci Jean-Jacques Bourdin. C'est un exercice que nous renouvellerons. Nous l'avons déjà engagé avec d'autres intervenants, d'autres responsables politiques, et nous le renouvellerons évidemment avec des responsables de gauche, du gouvernement et de l'opposition, aussi de droite. Il est 11h57. Merci, vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous.